Bonjour, aujourd'hui nous allons aborder la surveillance biologique des expositions aux agents chimiques. Alors pour commencer, on va reprendre la fiche toxicologique numéro 49 du benzène et puis on va aller lire ce qui se raconte sur la surveillance biologique de l'exposition. Donc, je vous laisse lire ça. Donc les points clés que moi je vais relever ici, c'est qu'en fait on peut faire pour le benzène un dosage de benzène dans le sang, dans l'urine et puis d'autres molécules en fait dans l'air expiré. Deuxième point clé, c'est qu'effectivement, il y a deux molécules particulières qui peuvent être dosées en dehors du benzène. Alors, si on regarde sur la fiche toxico complète, on a le schéma métabolique du benzène et on voit que ces deux molécules, ce sont des métabolites du benzène. Donc, à gauche, vous avez une forme conjuguée en fait du benzène, donc qui s'est faite lors d'une étape de la toxicocinétique. Et puis à droite, vous avez une autre molécule, l'acide trans-transmuconique, qui lui en fait est une forme activée du benzène. Hein, vous pourrez retrouver ces caractéristiques en vous reportant au niveau du support toxicocinétique. En tout cas, on constate que pour faire une surveillance biologique de l'exposition d'un travailleur au benzène, on peut mesurer soit faire des dosages de benzène, soit des dosages de deux de ces métabolites. Autre élément à repérer, on vous dit que les prélèvements doivent être réalisés en fin de poste de travail. Et puis enfin, on vous parle d'une VLEP 8 heures dont on avait parlé aussi en toxicocinétique. Bien, donc qu'est-ce qu'on peut retirer de cette fiche toxicologique? Eh bien, on comprend que la surveillance biologique se fait par des dosages, par exemple dans le sang, par exemple dans l'urine, que ce sont des dosages soit du toxique lui-même, soit de métabolites. On comprend aussi qu'il y a un moment de prélèvement qui doit être respecté. Tout à l'heure, on parlait de fin de poste de travail. Et puis, on voit aussi apparaître une notion d'élément comparatif qui est au final un seuil auquel on va comparer nos mesures. Alors ici, dans le dossier de l'INRS, dans le dossier sur le risque chimique, eh bien, vous pourrez retrouver surveillance biologique des expositions aux agents chimiques. Je vous laisse lire ce qui est raconté dans ce document. Alors, qu'est-ce qu'on trouve comme premier point clé? Ben, ce qu'on a dit précédemment, la surveillance biologique, elle a pour objectif d'identifier et de mesurer les agents chimiques, alors soit les agents chimiques, soit les métabolites. Dans les liquides biologiques, donc sang, urine, les cheveux ou dans l'air expiré. Et puis l'objectif, bien sûr, c'est d'évaluer la quantité de substance qui a réellement pénétré dans l'organisme. En fait, ce qu'on avait vu nous dans les supports précédents, on avait parlé simplement d'exposition au niveau de l'air. Là, c'est la différence, hein, c'est qu'en fait, on a une analyse qui permet d'évaluer réellement la quantité qui a pénétré. Et puis les résultats que l'on a, on va les comparer à une référence. Alors cette référence ici, vous voyez, on appelle cette référence un IBE, un indicateur biologique d'exposition. On va retravailler sur ce thème-là. Je constate aussi sur ce document de l'INRS qu'il y a une base de données Biotox au niveau de laquelle on va vous donner un certain nombre d'éléments intéressants sur la biométrologie des expositions. Bien sûr, tout ce travail se fait avec un partenaire privilégié qui est le médecin du travail. Alors ici, j'ai repris quelques transparents d'une formation INRS faite par un médecin donc sur justement cette notion de biométrologie et de surveillance biologique. Alors, un des éléments intéressants que l'on trouve dans ce support, c'est la place de l'étude de poste. Et vous constatez que l'étude de poste, elle est à la base de tout, puisque c'est à partir de cette étude de poste qu'on va définir quelle est la métrologie que l'on va mettre en place et toute la biométrologie qui va être réalisée. Donc, vous avez une première phase qui est la caractérisation des expositions et une deuxième phase qui va être le risque sanitaire, hein, qui va être l'analyse de ce risque sanitaire.
Alors, ce qui va m'intéresser ici, c'est de voir qu'en fait, tout ce qu'on a fait dans les supports précédents, la toxicocinétique et la toxicodynamique, tout va m'intéresser ici pour comprendre la notion de surveillance biologique d'exposition. Donc, vous avez le chemin de la toxicologie qui se trouve au milieu du schéma, de l'exposition. Ensuite, on a une notion de dose présente du toxique dans l'organisme. Et puis, est-ce que cette dose peut entraîner un effet avec des effets biologiques précoces? Par exemple, la variation de gamma-GT dans le sang euh, suite à des prises d'alcool en fait. Et puis ensuite l'altération fonctionnelle. Ben, par exemple ici, lorsqu'une personne a une cirrhose du foie, on a des altérations fonctionnelles et donc des effets sanitaires. Donc on va avoir deux types de marqueurs qui vont être intéressants pour suivre l'exposition d'un individu et potentiellement les effets de ce toxique. Ce sont des marqueurs qu'on appellera des marqueurs d'exposition sur la partie gauche du schéma et des marqueurs d'effet sur la partie droite du schéma. Alors toujours dans la même présentation, j'ai repris ce transparent, je vous laisse le lire, on en reparle ensuite. Donc ici sur cette représentation, première chose, les IBE, donc c'est ce qu'on appelle les indicateurs biologiques d'exposition. On a vu tout à l'heure qu'il pouvait s'agir du toxique ou de ses métabolites. La deuxième chose qu'on a vu, c'est que ça permettait de comprendre le niveau d'exposition de l'individu et notamment la dose interne de ce toxique dans l'organisme de l'individu. Euh, et puis, une chose qui est cruciale, qu'il faut absolument que vous ayez compris, c'est qu'on va distinguer ces indicateurs biologiques d'exposition d'indicateurs d'effet. Hein, ce ne sera pas la même chose. Alors donc on a fait des mesures, maintenant il va falloir exprimer ces mesures et les comparer à une référence. Donc vous avez, alors ça vient toujours de la même, représentation, hein. Donc vous avez ici deux graphiques qui vont présenter des résultats d'analyse, la comparaison de mesurage à une valeur de référence. Et vous lisez au niveau de la légende, comparaison des niveaux d'un IBE dans deux GEH. Alors qu'est-ce que c'est que ces GEH? C'est des groupes d'exposition homogènes. C'est-à-dire qu'en fait, dans la mesure du possible, on va non pas analyser les choses que sur un individu, mais sur plusieurs individus qui sont exposés de la même manière euh, aux toxiques. Ce qui permet au final d'exprimer les choses avec une moyenne et des écarts types. Donc, je retiens quoi? Ben, je retiens déjà que ma surveillance biologique d'exposition, pour faire ma surveillance, en fait, j'ai la possibilité d'utiliser des références. Et donc, ces références, c'est ce qu'on appelle des valeurs biologiques d'interprétation. Deuxième chose, c'est qu'on va faire des mesures qu'on comparera bien sûr à cette référence. Donc ces mesures, elles seront exprimées avec une moyenne et des écarts types. Donc là, on revient en arrière, quand on avait parlé des poussières, par exemple, on avait vu déjà cette problématique de moyenne et d'écart type. Troisième chose que vous avez pu voir par ailleurs au niveau des cours sur vibration et puis l'exposition au bruit, c'est la notion de groupe homogène d'exposition. Et enfin, quatrième point, c'est le moment de mesurage. Le moment de mesurage va dépendre de quoi? Eh bien, va dépendre de l'activité et le temps de mesurage va dépendre de l'activité. Donc vous comprenez que la toute première chose, c'est d'avoir compris l'activité de l'opérateur dans son entreprise avant de se lancer sur quelconque mesure et quelconque analyse. Donc bilan. Bilan, il y a deux types d'indicateurs. Des indicateurs biologiques d'exposition et puis des indicateurs biologiques d'effet. Je trouve des références au niveau de documents INRS sur les IBE. Si l'on prend par exemple l'acétone, donc en haut, hein, première ligne, ben, vous voyez que le paramètre qui va être recherché, ça sera l'acétone dans l'urine. Et puis on va vous donner une référence, l'IBE à 100 mg par litre. Et vous avez ensuite deux colonnes qui aident au mesurage. La première qui va dire à quel moment on va faire le prélèvement, et puis la deuxième qui va donner des informations complémentaires.
Si l'on regarde l'aniline, eh ben, l'aniline, vous allez constater qu'en fait, c'est pas l'aniline que l'on va rechercher, mais ce sont d'autres paramètres, soit dans l'urine, soit dans le sang. Alors, dernière chose sur la notion de moment de prélèvement, en fait, ça va dépendre du type d'indicateur. Si c'est un indicateur qui s'élimine très rapidement, vous comprenez que le moment de prélèvement, ça devra être avant la tâche, et puis soit pendant la tâche ou juste après la tâche, puisque l'élimination est très rapide. Si maintenant on a un indicateur qui a une demi-vie supérieure à 5 heures, alors on va faire un prélèvement en début et on peut faire un prélèvement en début et en fin de semaine de travail. Et puis si c'est un toxique qui s'accumule pendant des années, ben, il n'y a pas de problématique par rapport au moment du prélèvement. Nous allons aborder maintenant du coup la relation entre la dose et la réponse. Donc je vous rappelle qu'on avait vu qu'il y avait des toxiques sans seuil de dose et des toxiques avec seuil de dose. Donc discutons de cette relation exposition-effet. Alors je retourne sur une source québécoise que vous connaissez maintenant. Donc je prends deux de leurs tableaux. Le premier tableau qui va nous parler des formes d'intoxication, aiguë, subaiguë, subchronique et chronique, on en avait parlé. Donc deuxième tableau qui croise en fait les effets et les expositions, et on avait déjà évoqué ce thème-là. Un effet aigu peut provenir d'une exposition aiguë ou d'une exposition chronique, et un effet chronique peut provenir aussi d'une exposition aiguë ou d'une exposition chronique. Alors depuis le début de la toxicologie, je vous parle de valeurs de référence. Et alors comment trouve-t-on ces valeurs de référence? En faisant justement des expérimentations qui nous donneront des courbes dose-réponse. Alors, pour les toxiques avec seuil de dose, on constate que si je prends l'abscisse à dose en ordonnée d'effet toxique, au-delà d'une certaine dose, on va rentrer dans la zone de toxicité. Comment on construit ces courbes? Alors, comment on construit ce genre de courbe et comment au final on obtient les valeurs de référence pour les toxiques? Eh bien, on va faire des expérimentations, notamment des expérimentations animales. On va rechercher un effet. Ici, l'effet recherché, c'est la mortalité. Et on va augmenter, on va placer des populations à certaines doses et on va observer le pourcentage de mortalité. Ici, trois points sont à repérer. Le point en vert, c'est la dernière dose sans effet. Le premier point en rouge, c'est la première dose avec un effet. Donc entre ces deux doses, eh ben, on va avoir le seuil qui va se situer entre ces deux doses. Et puis en bleu, ça va être la dose où on aura la moitié de l'effet, c'est-à-dire 50% ici de la population qui sera morte. Je vous laisse analyser cette expérience. Donc en abscisse, vous avez la concentration en polluants et puis en ordonnée, le nombre d'œufs pondus par poisson. Et vous pouvez repérer deux doses, NOEC et LOEC. Donc NOEC, c'est la dose pour laquelle, la plus forte dose pour laquelle il n'y a pas d'effet. Et puis LOEC, c'est la plus faible dose pour laquelle on observe un effet. La CE50, ici, c'est la concentration effective 50%. Donc vous constatez qu'effectivement, le seuil se trouve entre la NOEC et l'OEC. Alors donc, on ressort de ces courbes dose-réponse des seuils. On peut constater sur cette représentation que le seuil d'un embryon n'est pas forcément le même seuil que celui d'un adulte. Lorsque l'on va passer d'un modèle animal à un modèle humain, donc à l'homme, eh bien, on va affecter aussi un coefficient de sécurité pour cette valeur seuil. Alors, toutes les valeurs seuil dont je vous ai parlé depuis le début du cours, eh bien, toutes ces valeurs seuil viennent d'expérimentations de ce type-là. Donc on ne sait pas se passer actuellement d'expérimentation animale parce qu'on n'a pas de modèle autre qui permette d'avoir ces références en termes de toxicité. Ça sert aussi pour les installations classées, puisque dans les installations classées, ici vous avez les ICPE, vous pouvez vous remémorer un petit peu les choses qu'on avait pu voir en début d'année. Eh bien, dans cette notion d'installation classée, on peut avoir besoin, notamment dans l'étude de danger, de définir une échelle d'intensité, une échelle de gravité par rapport à un risque chimique. Et vous constaterez que vous avez ici des SEL, SEI qui apparaissent, ce sont des seuils en fait.
et vous avez des CL aussi, concentration létale, ben, ça vient d'expérimentations telles que celles qu'on a définies précédemment. Et donc on arrive à faire un zonage autour d'une entreprise à risque, ici représentée en rouge, et ces zonages vont permettre de protéger les populations environnantes. Et sans les expérimentations animales, on ne pourrait pas faire ça. Bien, nous nous retrouverons sur les CMR la prochaine fois. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée.